Bienvenue dans ce nouvel épisode de Décryptage créatif consacré aux tensions ayant cours en Europe orientale. En effet, depuis la fin de l'année 2021, les manœuvres russes aux abords des frontières ukrainiennes tiennent la communauté internationale en haleine. En cause, le renforcement considérable des capacités militaires russes qui inquiètent légitimement Kiev et les chancelleries occidentales. Certains y voient le signe d'une invasion imminente, d'autres des coups de pression diplomatique de la part du Kremlin visant la cohésion et l'unité des Occidentaux. Qu'importe, cette tension permanente ne doit pas nous faire oublier que la guerre fait rage ici, sur notre continent européen, rappelons-le si cela est nécessaire, depuis plus de 7 ans et qu'elle a déjà coûté la vie à plus de 14 000 personnes. Ces dernières semaines, les personnels diplomatiques s'activent et multiplient les rencontres sans que personne ne puisse se risquer à deviner l'issue de ces tensions. Afin de décrypter ces événements et ces potentielles perspectives, j'ai le plaisir de recevoir Alissa Muserg. Alissa, vous êtes consultante sur les questions de l'état de droit, notamment sur les questions de corruption et de réforme judiciaire en Europe orientale et plus particulièrement en Ukraine. Vous êtes également chercheuse associée à Eurocréative. Alissa, bonjour et bienvenue dans Décryptage créatif. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors Alissa, il y a près d'un an, vous écriviez pour Eurocréative un article sur le renforcement des capacités militaires russes aux frontières orientales de l'Ukraine. On était en mars-avril 2021. Ces renforcements depuis ont continué tout au long de l'année et depuis quelques semaines, les craintes d'une nouvelle invasion militaire semblent se faire de plus en plus pressantes. On parle aujourd'hui d'environ un peu plus de 100 000 soldats sur la frontière orientale et aussi 30 000 soldats qui seraient stationnés au Bélarus. En parallèle, les diplomates américains et russes sont à la manœuvre, tandis que Paris, Londres ou encore Varsovie tentent de faire entendre les voix européennes depuis quelques jours. Pourriez-vous, dans un premier temps, Alissa, revenir sur les développements de ces derniers mois et de ces dernières semaines? Oui. En fait, je crois qu'il faut revenir à mars 2014, quelle est la date effective du début de l'invasion russe de l'Ukraine. Elle a commencé par l'annexion illégale de la Crimée et elle s'est poursuivie par une agression militaire dans le Donbass avec une guerre qui continue sans interruption jusqu'à aujourd'hui et qui à ce jour a fait moins 15 000 morts. Et nous devons être clairs sur la formulation, car lorsque les médias internationaux et aussi les politiciens occidentaux utilisent l'expression de crise ukrainienne ou possibilité d'invasion russe, ils suivent simplement le récit de la Russie, selon lequel la Russie ne fait pas partie du conflit. Depuis 2014, la Russie est bien un agresseur. C'est Moscou qui a volé l'intégrité territoriale d'un État indépendant. Et c'est Moscou qui menace actuellement d'une invasion à grande échelle en rassemblant 130 000 personnes le long et l'intérieur de la frontière ukrainienne. Et pendant ce temps, la guerre continue dans le Donbass et c'est un phénomène quotidien. Le début de l'année 2021 avait déjà connu une forte escalade avec un renforcement militaire de troupes russes le long de la frontière ukrainienne, au nord, à l'est, et en Crimée, illégalement occupée. Et au printemps 2021, la Russie avait donc environ 110 000 soldats avec des chars et d'autres armes lourdes près de la frontière. Et ça a aidé le Kremlin à obtenir un sommet avec Joe Biden. Suite à cela, certaines troupes ont été retirées, mais pas les véhicules et les équipements. Et encore une fois, à la fin de l'année, les services de renseignement occidentaux et ukrainiens ont été témoins d'une autre escalade. Et cette fois, non seulement à l'est et au sud, mais aussi à nord, puisque les troupes russes sont désormais capables d'intervenir à partir de Bélarus, dont la frontière sud est très proche de Kiev. Et ce qui nous amène au mythe russe selon lequel l'OTAN encercle son territoire. Mais en effet, si l'on regarde la carte de renforcement militaire russe actuelle, on peut voir que c'est la Russie qui effectivement encercle l'Ukraine, puisque Kiev doit faire face à des troupes russes à l'est, Donbass, au sud, Crimée, mer d'Azov, et aussi au nord avec le Bélarus, et l'ouest, la même, avec le Transnistrie.
Et une autre mythe le rapprochement d'Ukraine avec le temps a poussé la Russie à envahir l'Ukraine. Mais je voudrais rappeler que en 2014, l'Ukraine était légalement par sa constitution un pays neutre et que le niveau de soutien national à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN était de plan à 30%. Mais après 8 ans de guerre, presque de 60% des Ukrainiens soutiennent l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et encore plus à l'Union européenne. Et ce qui, je crois, était une erreur de calcul manifeste de Kremlin. Oui, bien sûr, et vous faites bien de rappeler donc ces mythes qu'on peut avoir, notamment à partir de la Russie. Il y a effectivement un conflit entre l'Ukraine et la Russie, il y a effectivement un encerclement des forces russes aujourd'hui de l'Ukraine, et c'est pour ça qu'il y a en tout cas ces renforcements font peur, tant à Kiev qu'aux partenaires occidentaux. Comment est-ce qu'on réagit aujourd'hui à Kiev ou ailleurs en Ukraine, pas forcément qu'à Kiev d'ailleurs, mais comment est-ce qu'on réagit face à ces développements, notamment en ce qui concerne ces renforcements? Est-ce qu'il y a une mobilisation générale des citoyens? Est-ce qu'il y a une mobilisation générale à partir de l'armée dans un pays qui, comme vous l'avez rappelé, qui est en guerre depuis 7 ans? On n'est pas sur une invasion qui vient de nulle part, c'est depuis 7 ans qu'il y a la guerre. Alors quel est aujourd'hui l'état d'esprit des citoyens ukrainiens à l'heure où nous parlons? Oui, maintenant, l'Ukraine est inondée de médias internationaux qui débarquent à Kiev en imaginant filmer une zone de guerre, mais ça ne correspond pas à la réalité. La vie est en fait normale à Kiev. Les gens continuent d'aller travailler, ils amènent les enfants à l'école, ils font des courses, ils sortent. Et en même temps, cela ne signifie pas qu'ils s'ignorent la menace d'une invasion russe. Évidemment, les Ukrainiens sont anxieux, surtout lorsqu'ils entendent des annonces par les médias d'évacuation des ambassades occidentales. Mais les gens n'ont pas peur et ils sont prêts à se battre comme ils sont fait à partir de 2014. Lorsqu'ils ont remplacé les institutions étatiques dysfonctionnelles, y compris l'armée, par des mouvements de volontaires. Et ils suivent la formation aux premiers secours et le week-end, ils rejoignent l'autodéfense territoriale et suivent une formation militaire de base. Mis d'hommes et de femmes ont signé des contrats à court terme avec l'armée pour aider à défendre le pays en cas d'invasion à grande échelle. Et selon les récents sondages, plus de 50% de la population est prête à résister activement et en évasion armée russe à grande échelle. Et ce que nous devons comprendre, c'est que les intentions russes en Ukraine sont politiques. Il s'agit de prendre le contrôle de l'État en le déstabilisant avec différentes sortes d'outils, notamment en semant la panique et en intimidant la société ukrainienne. Et nous savons que la Russie sait faire en termes de guerre hybride. Et je vais vous donner quelques exemples. Ces dernières semaines, l'Ukraine a été confrontée à une vague de fausses alertes à la bombe à travers le pays au mois de janvier. Et il y a aussi régulièrement de cyberattaques contre les sites web et les intranets de l'État ukrainien, des campagnes de désinformation, des complots déstabilisateurs. Et pas plus tard que la semaine dernière, des agents de forces de l'ordre ukrainienne ont arrêté un groupe de personnes soupçonnées d'avoir planifié des démos à Kiev et dans d'autres régions d'Ukraine pour déstabiliser le gouvernement. Et il faut aussi rappeler à quel point l'agression, la menace d'une invasion à grande échelle pénalise l'économie ukrainienne. Si les Ukrainiens ont de bonnes raisons de s'alarmer de l'éventualité d'une guerre plus large, ils ont aussi retenu la leçon de 8 ans de conflit avec la Russie. Ils ne peuvent se faire d'illusions malgré tout le soutien de leurs alliés. Et ils savent que c'est à eux de protéger les souverainetés et ils sont déterminés à le faire. Comment ils ont fait en 2014. Ils sont bien mieux préparés et équipés pour cela. Oui, vous l'avez dit, donc c'est vrai qu'on ne sait pas s'il y aura une invasion à grande échelle.
ou non ces prochaines semaines, ces prochains mois. Mais en tout cas, l'Ukraine est concernée déjà par cette guerre qui dure depuis 7 ans, mais aussi par des développements quotidiens, des problèmes économiques, des attaques cyber, des déstabilisations permanentes à travers les médias, à travers les réseaux sociaux. Donc c'est un test pour l'Ukraine, évidemment, mais c'est un test aussi à plus grande échelle, un test géopolitique. Il n'y a pas que des intentions politiques, donc vous avez rappelé ces intentions politiques, mais le test géopolitique est aussi vrai pour l'Ukraine et pour l'ensemble des Occidentaux, les Européens à travers l'Union européenne et les partenaires transatlantiques. Donc ce test majeur pour la communauté transatlantique et pour les Européens, les Ukrainiens les regardent aussi du coin de l'œil. C'est vrai qu'il y a eu des récentes déclarations, notamment de Zelensky, à propos peut-être du fait que les États-Unis en auraient rajouté un petit peu sur une potentielle invasion. Aujourd'hui, on voit que les chancelleries s'activent. Qu'est-ce qu'on attend du côté ukrainien des alliés européens et transatlantiques? On attend bien évidemment solidarité. Est-ce qu'on a confiance ou non, finalement? Et Moscou estime qu'il est avantageux de maintenir l'Ukraine, mais aussi ses partenaires occidentaux dans une tension constante. On faisait chanter les Occidentaux avec la menace d'une guerre à grande échelle. Et Moscou veut obtenir des concessions justifiées des États-Unis et de l'OTAN, dont la plus importante, la reconnaissance d'une sphère d'influence russe au sein de l'ex-Union soviétique. Et depuis 8 ans, nous devinons ce que veut Poutine. Peut-être il est temps enfin pour nous, Européens, de comprendre ce que nous voulons, comment nous voyons le projet européen, son voisinage, et non répondre simplement au récit russe. Nous ne devrions pas laisser la Russie fixer l'ordre du jour avec ses ultimatums. Et la vérité, c'est que Poutine n'a pas de problème de sécurité, puisque personne n'a attaqué la Russie. La vraie préoccupation, c'est un expansionnisme russe qui refuse que les Ukrainiens, mais aussi les Géorgiennes ou les Moldaves, puissent choisir leur propre voie de développement, une voie démocratique et européenne. Et les Russes ont des ambitions impérialistes et ils savent que sans l'Ukraine, il n'y a pas d'empire. Mais ils savent aussi qu'avec une Ukraine muselée, la Russie devient automatiquement un empire. Mais il faut bien comprendre aussi que les intérêts russes en Europe de l'Est ne s'arrêtent pas à l'Ukraine. Ils commencent en Ukraine, en fait. Et il inclut les pays baltes, la Pologne et beaucoup d'autres pays. Ce qui est crucial pour résister à une telle tactique, c'est l'unité et la solidarité de l'Est au sens large. Et c'est quoi nous avons assisté ces dernières semaines et ces derniers mois en consensus des alliés occidentaux avec la fourniture d'une assistance de défense à l'Ukraine pour renforcer ses capacités de défense et avec les États membres de l'OTAN envoyant des troupes dans l'Europe de l'Est. Il se peut que Poutine ait mal calculé ici et ne s'attendait pas à une telle réaction de l'Occident. Il y a beaucoup de spéculations sur la véritable nature des intentions russes. En fait, personne ne sait parce que personne n'est dans la tête de Vladimir Poutine et je pense que lui-même ne sait peut-être pas encore ce qu'il va faire. C'est pour ça que nous devons nous préparer à des scénarios différents, qu'il s'agisse d'un gros bluff pour acheter des concessions à l'Occident, ou bien d'une préparation en véritable invasion, ou de ça à quoi nous assistons ces jours-ci, en déploiement de troupes sur le territoire de Bélarus, sur prétexte d'exercice. Parce que selon certaines informations, Moscou prévoit d'augmenter sa force déployée en Biélorussie à 30 000 soldats et pourrait établir une présence militaire permanente par rotation, ce qui menacerait non seulement l'Ukraine, mais la région sans large. Et Poutine ne fait rien sans évolution. Et nous devons augmenter le coût de toutes sortes d'agressions à un tel niveau et qu'il ne le ferait pas. Et ici, je ne veux pas seulement dire une invasion militaire, mais aussi des attaques, des cyberattaques contre d'infrastructures critiques, d'autres types d'agressions possibles. Et ce que l'Ukraine attend de ses alliés, c'est avant tout une position forte et unie,
Et je suppose que les autorités de Kiev en sont satisfaites. Ce qu'il faut également, ce sont des mesures à la fois préventives et même réactives. Même si nous ne sommes plus en 2014, l'Ukraine a encore besoin de plus d'aide occidentale pour renforcer ses capacités de défense, et notamment en matière de défense aérienne, de systèmes de défense côtière et de cybersécurité. Et sans avantage aérien et maritime, il est peu probable que la Russie ose une offensive majeure. L'Union européenne a utilisé le mot à la mode de résilience à l'égard de ses voisins, l'Ukraine. Mais je voudrais dire que les alliés européens doivent également renforcer leur propre résilience, en particulier dans le secteur de l'énergie. Je fais notamment référence au cas de l'Allemagne, qui dépend de la Russie pour la moitié de sa consommation de gaz. Et malgré tous les développements actuels, a décidé de continuer le projet controversé de gazoduc de Nord Stream 2. Ce n'est évidemment pas seulement une question d'économie, parce que pour la Russie, le gaz est un outil de la guerre hybride. Et pour conclure, je voudrais dire que ce n'est pas seulement la sécurité ukrainienne qui est en jeu, mais aussi la sécurité européenne et même l'ordre libéral mondial. Et Poutine et ses alliés autoritaires comme la Chine, l'Iran, travaillent constamment à saper nos démocraties bien au-delà de leur voisinage immédiat. Et la France commence à le voir clairement en Libye, en Centrafrique, au Mali et plus récemment au Burkina Faso. Nous ne devrions pas le laisser faire et nous ne pourrons résister que si nous sommes unis et que nous nous battons pour nos valeurs et un objectif commun. Oui, bien sûr, la France, je pense il y a eu ces derniers mois un véritable tournant hein, dans la vision des relations franco-russes. Les éléments, les crispations qui peuvent se passer en Afrique notamment, et vous l'avez dit avec le déploiement des forces Wagner dans certains pays comme le Mali, sont très préoccupantes pour Paris. Et je pense il y a une prise de conscience peut-être des échecs qui se sont passés ces derniers mois, ces dernières années même, dans notre relation avec la Russie. Le président Macron a annoncé, ou je ne sais pas si ça a été annoncé officiellement, mais il devrait se rendre à Moscou et à Kiev ces prochains jours. On suivra donc ces actualités avec beaucoup d'attention. Mais vous l'avez dit dans votre dernière réponse, on ne sait pas ce qui se passera. Une chose est sûre, c'est un test qui n'est pas un test que pour l'Ukraine, mais qui est un test pour l'ensemble des Européens et des partenaires occidentaux. Un test qu'on ne peut pas perdre, puisqu'il n'aura pas seulement des conséquences pour les Ukrainiens, mais pour l'ensemble des Européens. Et c'est peut-être ça qui arrivera aussi à montrer aux Européens la nécessité d'avoir une position ferme, d'une position unie par rapport aux développements qui sont en cours, puisque ce sujet nous concerne tous. Merci Alissa pour ces quelques mots et à très vite sur Eurocréative.